Vous avez lu le livre de Dalai Lama sur la compassion, celui de Mère Teresa sur le pardon, celui sur l'intelligence émotionnelle, vous participez à l'atelier, vous revoyez vos notes ensuite, vous assistez à un séminaire en classe. Vous recevez toutes ces informations dans votre néocortex analytique, intellectuel et philosophique, et tout à coup, vous commencez à marcher dans la vie et vous vous dites « Hé, vous savez quel est votre problème ? Vous devriez avoir plus de compassion. Vous avez un problème avec la compassion. Ouvrez votre cœur. Et vous là-bas ? Vous avez juste besoin de pardonner. À quoi bon s'accrocher ? Vous savez, vous devez avoir plus d'intelligence émotionnelle. Et une période réfractaire plus courte pour comprendre un tout petit peu. Et tout le monde est impressionné par toutes ces connaissances que vous avez acquises. Ils frappent à votre porte au bureau et ils vous demandent de les administrer ces connaissances. Ils veulent savoir ce que vous savez. Tout va très bien. Mais ensuite, vous vous préparez pour la fête de Noël de l'entreprise. Vous vous mettez du rouge à lèvres, vous vous préparez, vous mettez de la musique Motown et tout à coup, vous recevez un appel de votre meilleur ami. Cette personne qui vous a trahi, celle qui vous a jeté hors du bus. Elle parlait de vous et elle a eu la promotion et pas vous. Elle est à la fête de Noël. Vous posez le téléphone et tout d'un coup, vous vous mettez à répéter dans votre tête comment vous allez empoisonner son vin, pendant qu'elle ne regarde pas. Vous envisagez d'aller dans la salle de bain, de fermer la porte à clé, de le faire entrer dans l'une des cabines et de le frapper contre le mur à plusieurs reprises. Vous commencez à penser à la façon dont vous allez l'embarrasser devant tout le monde. Et soudainement, vous vous arrêtez et vous réfléchissez. « Oh non, j'ai lu le livre sur la compassion. Bon sang, je dois faire quelque chose. » Et tout d'un coup, vous commencez à prendre conscience de vos pensées inconscientes. Vous commencez à prendre conscience de vos comportements instinctifs, de vos émotions addictives. Et lorsque vous commencez à les observer, vous n'êtes plus le programme. Vous devenez la conscience qui observe le programme. Et vous commencez à fixer des objectifs à vos propres capacités subjectives. Lorsque vous empêchez ces pensées, ces comportements et ces émotions, les cellules nerveuses ne s'activent plus ensemble et vous commencez à faire taire les circuits de votre cerveau qui sont connectés avec votre état antérieur. Lorsque vous empêchez les pensées qui créent les mêmes sentiments, vous ne déclenchez plus le même gène de la même manière. Tout d'un coup, vous commencez à vous demander ce que j'ai appris dans ces livres et au séminaire de la classe. Que ferait Mère Teresa ? Tout d'un coup, vous commencez à activer différents réseaux neuronaux dans votre cerveau à partir des connaissances que vous avez acquises. Et lorsque vous appelez ces différents circuits, vous faites quelque chose de très naturel. Vous vous placez dans l'équation et vous commencez à répéter ce que vous allez faire au dîner. En quelques secondes, vous commencez à faire fonctionner votre cerveau selon de nouvelles séquences, de nouveaux schémas et de nouvelles combinaisons. Et à chaque fois que vous faites fonctionner votre cerveau différemment, vous changez d'avis. Et lorsque vous vous rappelez qui vous ne souhaitez plus être et qui vous souhaitez être, vous commencez à installer le matériel dans votre cerveau. Vous commencez à amorcer le cerveau et activer les circuits et à les préparer à être utilisés lorsque vous serez au dîner. Vous me suivez ? Alors vous êtes assis là et vous vous dites « D'accord, que disent les livres ?» Je m'y vois. « Oh mon Dieu, très bien, quoi d'autre ?» Restez dans le moment présent et vous commencerez à parcourir cette liste et vous commencerez très naturellement à vous imaginer en train de faire cela. Lorsque vous commencez à vous entraîner mentalement à faire cela, à planifier vos comportements, vous commencez alors à faire croire à votre cerveau que l'expérience est en train de se produire. Car lorsque vous êtes vraiment concentré, le cerveau ne sait pas faire la différence entre l'expérience qui se produit à l'extérieur et celle qui se produit à l'intérieur. Vous avez donc amélioré votre système et vous avez mis en place des circuits que vous pourrez utiliser au moment du dîner. Vous allez donc dîner. Vous vous rappelez ce que vous ne voulez pas être et ce que vous voulez être. Vous pensez à Mère Teresa, au Dalai Lama et tout d'un coup, vous faites correspondre vos comportements à vos intentions. Vos actions correspondent à vos pensées et votre esprit et votre corps travaillent ensemble. Tout à coup, au milieu de votre ennemi, vous faites une nouvelle expérience et vous faites exactement ce que dit le livre. Votre cœur s'ouvre et vous ressentez de la compassion, de l'amour, de la liberté. Au moment où vous ressentez cette émotion, vous apprenez chimiquement à votre corps à comprendre ce que votre esprit a compris intellectuellement.
On pourrait donc dire que la connaissance est pour l'esprit et les expériences sont pour le corps. À ce moment-là, vous incarnez la connaissance. La parole devient chair et vous signalez de nouveaux gènes et de nouvelles voies. Le deuxième cerveau, le cerveau limbique, produit une série de substances chimiques qui vous permet de commencer à comprendre. Non pas de manière philosophique ce que cela signifie, mais à un niveau viscéral. Vous apprenez à votre corps à comprendre émotionnellement ce que votre esprit comprend intellectuellement. Combien de gens comprennent ? Désormais, ce n'est plus philosophique. Votre cœur s'ouvre et vous voyez à travers la lentille d'un corps différent. Car votre esprit et votre corps travaillent ensemble. Mais cela ne suffit pas de le faire en une fois. Vous ne pouvez pas pardonner à votre ennemi une fois et espérer apparaître dans les vitraux de l'église. Vous devez répéter l'expérience, la refaire encore et encore. Vous devez être capable de le faire si souvent afin de conditionner neurochimiquement votre corps à se souvenir de la compassion aussi bien que votre esprit conscient. Lorsque vous arrivez à faire travailler ensemble votre corps et votre esprit, à faire en sorte que votre corps devienne l'esprit compatissant ou que votre corps et votre esprit fusionnent, vous êtes dans un état B. Lorsque vous êtes dans un état B, vous activez ce troisième cerveau appelé le cervelet, qui est le siège de votre subconscient. Vous l'avez pratiqué tant de fois que vous n'avez plus besoin d'y penser consciemment. C'est inné en vous. C'est ce que vous êtes. En réalité, vous savez comment vous le faites, mais vous ne savez jamais comment vous le savez. Car c'est subconscient, c'est automatique. Et cela ne demande aucun effort. Cela devient une seconde nature. Quand nous atteignons ce niveau de compétence, nous pouvons dire que nous avons retenu un ordre neurochimique interne dont personne, aucune chose, aucune expérience ne peut nous en éloigner. Voilà ce que l'on appelle la maîtrise. Plus une émotion est forte, plus sa fréquence est élevée. Plus le temps qu'elle met à se manifester dans la vie d'une personne est court, plus elle vit dans la compétition, la lutte, la souffrance et la culpabilité. Il s'agit d'une vibration énergétique plus lente. Elle produit donc toujours un champ. Mais la sensation énergétique est plus lente, ce qui signifie qu'il faudra plus de temps dans leur vie pour créer. Cela peut prendre 20 ans ou 50 ans. Mais une émotion élevée a tendance à s'effondrer parfois. Mais nous savons qu'en examinant les recherches scientifiques sur le processus, je peux vous dire que vous êtes au top de votre forme lorsque vous vous maîtrisez. Il y a un moment où l'on peut prédire quand cela va arriver à une personne. En général, la résistance se manifeste chez une personne parce qu'elle a peur de l'inconnu. Cette personne préfère rester dans sa douleur, dans son insécurité et dans ses mauvaises habitudes, plutôt que de prendre un risque et de saisir une possibilité, parce que le corps n'est pas à l'aise avec l'inconnu. C'est pourquoi nous nous sentons mal à l'aise lorsque nous changeons. Mais cet endroit où vous vous sentez mal à l'aise, c'est inconnu. Ce vide est l'endroit idéal. Il y a un mois, des gens ont fait des choses surnaturelles. Comme quoi ? Vous savez, des personnes atteintes de maladies neurodégénératives très graves qui créent des objets à partir de rien. Depuis 4 ans, ils font partie de l'histoire de la science, encore et encore. Et le plus intéressant, c'est que ces personnes étaient des gens ordinaires comme vous et moi. Voilà le premier point. Deuxièmement, nous utilisons la science comme modèle, comme un langage pour démystifier ce qui est incompréhensible. Et quand vous commencez à parler de religion ou de tradition culturelle, vous ne faites que diviser le public. C'est pourquoi nous utilisons le modèle scientifique pour aider les gens à comprendre en combinant la physique quantique avec les neurosciences, la génétique et tout le reste. Mais de manière facile, très simple. Une fois que les gens ont compris cela, nous les faisons participer à l'expérience et lorsqu'ils voient Graziella se lever et dire « Je viens de vivre une expérience extraordinaire », la personne assise à côté d'elle va dire « Elle me ressemble beaucoup ». Ce n'est ni un moine, ni une religieuse, ni un ministre, ni une académique, ni une chercheuse, ni une personne célèbre. Elle me ressemble, tout simplement. Nous sommes donc en train de briser cette barrière. Et ce qui est beau, c'est que tout le monde peut le faire. N'importe qui peut se guérir et nous pouvons aussi le faire avec une intention de ne pas tuer. Oui, j'en ai été témoin à Seattle le week-end dernier. Nous, les étudiants de niveau avancé, travaillons à la guérison des autres.
et une femme atteinte d'une maladie neurodégénérative très grave qui avait des difficultés à marcher, à parler, à penser, a vu son état de santé changer de façon très significative. On ne l'a jamais touchée pendant toute la durée du processus. Elle se trouvait devant un public d'environ 500 personnes. Je marchais sur la scène et elle se levait et s'asseyait, et je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Elle était si heureuse, parce qu'elle n'avait pas été capable de se lever toute seule pendant les 4 dernières années. C'est pourquoi je suis personnellement étonné lorsque je vois cela. Lorsque nous avons demandé à la personne qui la guérissait de se lever, vous n'auriez jamais pensé que cela pouvait correspondre à votre définition d'une personne spirituelle. Elle devrait ressembler à une femme dans la soixantaine, vous savez, une personne ordinaire. Mais elle s'est connectée. Et lorsque vous vous connectez et que cela vous traverse, la beauté de la chose est que nous brisons nos croyances et nos états conditionnés qui nous font penser que la spiritualité doit être d'une certaine manière. Une fois que nous commençons à les briser, nous sommes libres. Ah, je pense que la médecine est vraiment formidable pour les soins intensifs. Je pense que lorsque vous vous cassez le bras, lorsque vous avez une appendicite, ou, vous savez, quelque chose qui ne va pas du tout, je pense que la médecine est une chose formidable pour les soins intensifs. Lorsque vous commencez à aller de plus en plus loin dans les soins chroniques, je pense que la médecine est une bonne chose pour les soins intensifs. Les soins chroniques exigent un changement de mode de vie, ce qui signifie qu'il faut commencer à faire des choix différents. Il faut commencer à faire attention à ses états émotionnels. Vous devez commencer à prendre soin de votre corps physique. Ce qui est formidable, c'est que les gens commencent à se rendre compte qu'ils peuvent participer à leur propre santé. Nous disons aux gens, si vous traitez le cancer, vous traitez le diabète ou la sclérose en plaques. Continuez votre traitement, mais ajoutons cet élément pour voir si nous pouvons accélérer le processus. Mesurons les résultats tous les 3 mois. Mesurons vos résultats. Voyons à quoi ressemble votre corps. Mesurons votre sang. Faisons une radiographie. Mesurons quelque chose et voyons si votre état s'améliore. Et si ce n'est pas le cas, nous ajoutons ou changeons quelque chose pour que vous continuiez à avancer dans la bonne direction. La médecine a donc sa place et je pense qu'il se passe actuellement quelque chose de formidable dans le monde. L'information est tellement disponible. Vous êtes allé voir votre médecin il y a 30 ans et il vous a dit que vous aviez cette maladie. Vous lui auriez demandé « D'accord, que dois-je faire ?» Il vous aurait répondu que vous deviez faire cette opération ou suivre ce traitement. Bien entendu, vous auriez signé sur le papier et vous auriez été opéré. Aujourd'hui, c'est la même chose. Vous recevez un diagnostic, tout le monde rentre chez soi, va sur Internet grâce à la technologie et fait des recherches sur sa maladie. Les gens reviennent chez le médecin avec autant de connaissances que lui sur la maladie ou les traitements alternatifs. Et ils se disent « Je veux essayer ceci ». Le médecin leur répond que cela ne marchera pas, qu'il ne connaît rien à ce sujet. Ils se disent alors qu'il est temps de trouver un nouveau médecin. Les gens reprennent donc le pouvoir parce qu'ils n'ont plus besoin d'une autorité pour obtenir des réponses. Que ce soit un prêtre, un enseignant, un médecin ou un gouverneur. Mais ils peuvent obtenir des informations par eux-mêmes et cela commence à donner du pouvoir aux gens. Mais c'est un moment de l'histoire où il ne suffit pas de juste savoir. C'est un moment de l'histoire pour savoir comment. Et donc, il y a une certaine division. Les gens sont accrochés aux anciens modèles. C'est normal. De plus en plus de gens arrivent à cette compréhension parce qu'ils ont un plus grand niveau de conscience, et ce niveau de conscience signifie qu'elles commencent à regarder d'autres possibilités. Premièrement, il faut prendre le temps de s'investir dans sa propre vie. Lorsque vous investissez en vous-même, vous investissez dans votre avenir. Deuxièmement, avant d'ouvrir les yeux chaque matin, asseyez-vous et posez-vous la question suivante. Quelle image vais-je donner au monde aujourd'hui? Quelle est ma plus grande version? Ma plus belle expression? Mon plus bel idéal que je puisse atteindre aujourd'hui? Commencez à prendre conscience de vos pensées inconscientes. Observez-les. Prenez conscience de vos habitudes automatiques. Analysez les émotions qui vous animent chaque jour. Plus vous êtes conscient et familier avec eux, moins vous devenez inconscient. Travailler en méditation signifie se familiariser avec.
Puis s'asseoir et décider quelles sont les pensées que vous voulez renforcer, activer et câbler dans votre cerveau. Quels sont les comportements que vous voulez manifester et les répéter dans votre esprit. La recherche sur la pratique de la répétition montre que vous commencez à installer des circuits dans votre cerveau. Vous préparez votre cerveau à faire face à la journée. Votre cerveau a l'impression d'avoir déjà vécu une expérience et décide de rester dans cette méditation ou cette matinée jusqu'à ce qu'il se sente amoureux de la vie, dans l'abondance, digne, puissant, invincible, libre, attentionné. Et lorsque vous commencez à ressentir cela, c'est cette émotion qui commence à vous devenir plus familière. Si vous vous levez et que vous pouvez maintenir cet état mental et corporel modifié toute la journée, préparez-vous à ce que quelque chose d'inhabituel se produise dans votre vie. C'est la loi.